je dois vous avouer quelque chose. Je me suis trompée. Oui, pendant longtemps, j'ai cru que jamais l'équitation ne me manquerait, alors que j'aime profondément les chevaux. Erreur. Après 4 années d'interruption régulière de l'équitation, liée à l'arrivée de mes 2 enfants, alors que j'étais en contact quotidien avec mon cheval et que je montais environ 1 fois tous les 3 mois, j'ai ressenti le manque de cette sensation. Alors oui, je préfère les chevaux, c'est ma passion, les chevaux. Mais j'aime aussi être sur leur dos et regarder le paysage entre leurs oreilles. Pourquoi je vous dis ça ? Bien parce que je viens défendre ici le fait qu'il faille écouter les animalistes. Mon travail consiste à rendre accessibles des connaissances scientifiques sur le comportement du cheval, ce qu'on appelle l'éthologie équine. Je fais le lien entre 2 mondes qui se côtoient peu, celui des chercheurs et celui des hommes et des femmes de chevaux qui côtoient les chevaux au quotidien dans leur travail ou pour leurs loisirs. J'ai à cœur de faire en sorte que humains et équins se comprennent mieux mutuellement et aient du plaisir à être ensemble. Alors, dans mon travail quotidien, je suis assez attentive à ce qui circule sur les réseaux sociaux, dans les médias, parce que régulièrement, on me pose des questions d'actualité lorsque j'anime des séminaires, des conférences ou des formations. Et depuis quelque temps, j'entends des campagnes d'abolition de l'équitation ou de toute autre forme d'exploitation des chevaux. J'ai bien dit exploitation puisque c'est le terme qui est employé par les animalistes. Alors, je voudrais vous faire part de ma réflexion sur ce sujet. Nous avons là 2 groupes en présence. Le groupe de ceux qui émettent des critiques, les animalistes, j'y reviendrai un petit peu après, et le groupe de ceux qui se sentent visés par ces critiques. Mais qui sont les animalistes ? Pour moi, il s'agit d'un terme un peu valise, dans lequel chacun y met l'ennemi qu'il veut. Il y a à la fois les activistes qui sont craints pour leurs actions spectaculaires et retentissantes, les militants qui adhèrent à des associations de défense animale et les sympathisants qui voient d'un bon œil que l'on se préoccupe du sort des animaux. Tous ne partagent pas la même philosophie. Au sein d'une même association de protection animale, les opinions divergent quant à la question de l'abolition de l'équitation. Par contre, tous s'interrogent sur la manière dont nous traitons les chevaux. Et ils ont raison. Questionner les conséquences physiques de l'équitation sur nos chevaux et poneys, questionner les modes de détention des chevaux et poneys, j'ai bien dit, moi, détention, pour sa connotation d'enfermement carcéral, car les chevaux et les poneys n'ont pas le choix, nous leur imposons nos modes de logement, d'hébergement. Questionner également, justement, cette absence de choix pour nos chevaux et poneys, tout cela est légitime. Et peut-être que ça va vous surprendre, mais parmi les hommes et les femmes de chevaux, un certain nombre se posent déjà ces questions. Alors ils sont bien embêtés quand on leur désigne les animalistes ou véganes ou autres antispécistes comme les ennemis à combattre. Alors je vous ai dit, il y a ceux qui émettent des critiques, ceux qui se sentent visés par les critiques. Alors est-ce qu'il ne serait pas plus simple et plus facile à vivre de se tenir en dehors de ce débat ? Je ne pense pas. Alors je mets de côté les personnes qui n'ont pas connaissance aujourd'hui de ce sujet, mais qui, tôt ou tard, seront rattrapés par le contexte. Je pense plutôt à ceux qui, à dessein, se tiennent en retrait du fait de leur position qu'ils sentent irréprochable et ils se sentent dans le vrai. Je pense que cette position est dangereuse, car elle rend sourd aux critiques, et ces critiques ne sont pas le fait d'un petit groupe de personnes isolées. Il s'agit d'un ensemble de personnes présentes dans toute notre société, y compris dans le milieu du cheval, et elle représente une évolution de notre regard sur notre rapport aux animaux. Alors je pense que ce groupe qui ne se sent pas concerné pour le moment devrait rejoindre celui qui se sent visé par les critiques afin de bâtir une réflexion collective. Quand je dis critique, il ne faut pas entendre des jugements. Il faut dépasser les émotions qui nous submergent quand on associe dans les slogans la cruauté avec toute pratique équestre. Il faut entendre derrière des questions, toutes les questions qu'il y a autour, et s'en emparer, s'en saisir. Par contre, il faut arrêter de se centrer sur nous, humains, et il faut remettre les chevaux au cœur du débat. Il faut prendre le point de vue des chevaux. Oui, j'ai bien dit le point de vue des chevaux,
Alors peut-être que ça peut vous sembler anthropomorphique, cet anthropomorphisme que les scientifiques essayent d'éviter à tout prix, parce que ça conduit à une interprétation très éloignée de la réalité du cheval. Alors je vous donne un exemple. Lorsque j'avais mon cheval Caco en pension au pré en groupe en région parisienne, été comme hiver sans couverture, un jour où j'allais lui rendre visite, où il faisait très froid, je croise une autre propriétaire qui, elle, avait un cheval qui portait une couverture. Et elle me dit « Hélène, tu devrais mettre une couverture à Caco ». Ce à quoi je lui réponds « Ah bon, pourquoi ?» Elle me dit « Parce qu'il a froid ». Je lui dis « Comment ça, il a froid ?»« Bah oui, il fait froid ». Nous étions là, typiquement, dans une situation d'interprétation, parce que nous avions l'individu concerné sous les yeux, Caco, qui ne présentait aucun signe d'inconfort. Il était alerte, vif comme d'habitude, il ne tremblait pas, il n'avait pas non plus de signe de prostration. Donc là, clairement, la projection de ce que pensait cette personne « j'ai froid » sur ce cheval, en se disant « il a froid », était fausse. Par contre, si j'adopte une autre posture, qui consiste à cette fois-ci me dire « bon, j'ai froid, mais je sais que mon cheval a son poil d'hiver, qu'il est fait normalement pour vivre dehors et qu'il est en bonne santé. » Alors, dans ce cas-là, je fais de l'anthropomorphisme puisque je pars de mon ressenti et qu'éventuellement, je m'imagine que mon cheval puisse ressentir la même chose. Mais par contre, je mets des garde-fous en m'appuyant sur des connaissances scientifiques pour répondre à la question que je me pose. Donc là, en l'occurrence, Caco n'avait pas froid. Donc dans cette situation-là, on voit bien que l'anthropomorphisme peut plutôt nous aider, et en ce sens, je n'ai pas de problème à dire que j'essaye d'adopter le point de vue des chevaux. Quand je dis qu'il faut se décentrer de nous, humains, il y a à mon avis deux lignes de défense qui ne sont pas recevables parce qu'il ne s'agit pas d'arguments. La première consiste à énumérer les efforts que l'on fait pour les chevaux, comme le fait de se lever très tôt pour eux, le fait de renoncer à ses vacances ou de sacrifier ses économies à son cher souci, le cheval. Tout cela est bien louable, mais ce n'est pas légitime par rapport à notre rapport à ces animaux. Par contre, je pense que ce serait intéressant que quelqu'un entende ces mots qui peuvent refléter une souffrance humaine. La seconde ligne de défense, qui à mon avis n'est pas recevable non plus, c'est celle qui consiste à lister tous les points de confort que l'on met à disposition des chevaux, pensant ainsi garantir leur bien-être, comme les placer dans une écurie innovante, leur payer des séances de massage ou les emmener en vacances. Je vous donne un autre exemple que j'ai bien vécu et qui n'a pas été simple pour moi. Lorsque j'ai eu Caco, la première année, j'ai pensé bien faire en le mettant en pension au pré en groupe. J'avais ainsi en tête les besoins fondamentaux des chevaux et je pensais satisfaire le bien-être de Caco. Sauf que, si on ne regarde pas l'animal, ce que lui vit dans cette situation et comment il perçoit, lui, son environnement, il ne s'agit pas de bien-être. En l'occurrence, pour Caco, ce qui s'est passé, c'est que sur cette première année, eh bien, nous avons vécu des épisodes, 6 en tout, donc ça s'est étalé sur une année avec des cycles de plusieurs mois, où il était immontable et montable, immontable, montable, etc. Alors oui, il a vu des vétérinaires, il a vu plusieurs fois même le meilleur ostéopathe équin de l'époque, mais rien de tout cela n'a donné une solution durable à notre problème. À force de l'observer, au bout d'une année, je me suis rendu compte que quand il était immontable, c'était le moment où il n'était pas le chef dans son groupe, parce qu'il avait changé plusieurs fois de groupe. Et alors je me suis dit, peut-être que si on le change de groupe, avec des nouveaux chevaux éponnés, il sera peut-être dominant sur eux, et peut-être que ça va changer quelque chose. En effet, nous avons pu le changer de groupe, et il a été dominant dans ce groupe de chevaux. Et en quelques jours, il est redevenu montable. Alors peut-être vous allez vous dire, oh, le pauvre chéri, quand même c'est un cheval, il est fait pour vivre en groupe et supporter un ordre hiérarchique. Caco, il ne disait pas ça, lui. Il a dit non, non, moi, c'est pas possible. Et en fait, ça fait 18 ans qu'il m'accepte sur son dos et qu'il a changé d'environnement, de colocataire de près, mais il y a un truc qui n'a pas changé. C'est que lui ne supporte pas de ne pas être le numéro 1 dans la hiérarchie de son groupe. Pourquoi ? Je l'ignore. C'est sa personnalité, c'est tout, c'est comme ça. Dans cette situation, je me suis décentrée de moi pour essayer de comprendre ce que lui vivait. Et aujourd'hui, c'est ce que les animalistes nous demandent.
c'est le vécu de nos chevaux par rapport aux situations qu'on leur impose. Et ce n'est pas si extravagant que ça, parce qu'aujourd'hui aussi, les chercheurs en éthologie, quand ils étudient le bien-être, ils empruntent cette voie. Quelle que soit l'espèce animale, on s'intéresse au point de vue des animaux. Alors, certes, avoir un certain nombre de principes à respecter pour essayer de tendre vers le bien-être, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut, pour s'en assurer du bien-être, aller observer celui qui vit la situation. Donc maintenant, il va falloir arrêter d'être sur une ligne de défense, sur la défensive, et sortir du silence. Nous devons apporter des réponses concrètes à ceux qui nous posent des questions, et ces personnes-là, c'est la société. Alors certes, les hommes et les femmes de chevaux ont des ressentis qui sont justes à l'égard des chevaux, mais on ne peut pas se contenter de ça, il nous faut du concret, du tangible pour répondre à ces questions. Nous avons déjà des éléments grâce aux travaux des chercheurs, mais nous avons aujourd'hui encore beaucoup de travail parce que de nouvelles questions émergent, et oui, ça va prendre un petit peu de temps pour pouvoir trouver des réponses, mais ce n'est pas grave. Nous allons y arriver, et c'est ça qui va nous faire évoluer. Alors je pense que si on veut dépasser ce clivage entre ceux qui émettent des critiques et ceux qui se sentent visés par les critiques, je pense que nous devrions écouter ce que les chevaux ont à nous dire. Merci de votre attention.